Quand même qui évidemment traverse l'histoire chilienne et la dictature chilienne, ces 17 années de dictature, mais qui est beaucoup plus universelle que ça, puisque ça a trait à d'autres, vous savez, d'autres histoires, y compris l'histoire française ou l'histoire de la guerre d'Algérie. Quand j'ai lu ce livre, j'ai pensé il y a des grands récits qui sont revenus sur ce type de répression. On peut penser au texte de Primo Levi sur l'univers concentrationnaire. Quand il est revenu des camps de la mort, il a essayé de raconter, comme il disait, comment on peut raconter ce qu'on ne peut pas raconter, comment on peut dire l'indicible. Et c'est vrai que c'est difficile. Moi qui suis chercheur en sciences sociales, travailler sur ces questions-là, c'est toujours très difficile, déjà parce qu'il y a un problème de source. L'historien, il se base sur des sources, sur des archives, sur des témoignages, et il y a une grande difficulté à avoir accès aux sources de la répression, de la torture, du terrorisme d'État durant la dictature chilienne. Vous le savez sûrement, les militaires chiliens, ils ne causent pas beaucoup, et toutes leurs archives sont inaccessibles. Depuis la transition démocratique, c'est une revendication, avoir accès aux archives de la dictature. Alors beaucoup ont été brûlés, aujourd'hui on le sait, mais les militaires, ils sont disciplinés, ordonnés, ils savent classer, et on sait qu'ils ont des archives, sauf qu'on n'y a pas accès. On pourrait se poser cette question, d'ailleurs, j'y reviendrai peut-être, sur la question de la guerre d'Algérie en France. C'est un peu les mêmes questions. Quelle mémoire de la répression durant la guerre d'Algérie? Et c'est pour ça que ça me fait penser à un autre texte, que vous connaissez peut-être, La question, de Henri Allègre. Ce livre, vraiment, qui a marqué toute une génération de l'année 60, qui posait justement la question de la torture durant la guerre d'Algérie. Alors le livre de Maria Isabel, lui, il est bien évidemment centré sur la dictature chilienne, mais avec deux moments, celui de la dictature, de l'installation de la répression, et du terrorisme d'État, et de la torture en particulier, et un autre moment, celui comment on vit après ça, et comment une société se reconstruit, et essaie de se reconstruire en démocratie, après avoir vécu 17 ans de dictature. Dans le livre de Maria Isabel, il y a des moments qui sont durs, il y a des moments qui sont crus, il n'y a pas une stratégie d'évitement, c'est affronté directement, mais au travers de la fiction, mais c'est jamais du voyeurisme, c'est toujours très bien traité, et ça je pense que c'est important à souligner, mais en même temps c'est beaucoup plus direct. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les travaux, les écrits de Bolaño. Bon, Bolaño, il fait des ellipses pour parler de la dictature, pour parler de la répression. Là, dans ce livre, on parle directement de ce qui s'est passé ou ce qui aurait pu se passer. Donc c'est une approche par la fiction de faits réels, et on voit que le livre est vraiment documenté, notamment sur la base de travaux, vous connaissez peut-être Javier Rebolledo ou d'autres. Et donc là, Maria Isabel s'est beaucoup documenté. Les travaux de Jorge Magasic, le témoignage de Hernan Valdés, qui revenait justement de la répression, mais on les retrouve dans ce livre. Donc ça, moi, ça m'a beaucoup intéressé en tant qu'historien. C'est un livre de fiction, c'est un roman, mais on voit que derrière, il y a vraiment du contenu, c'est presque un docu-fiction par certains moments. Maria Isabel revient sur cette époque quand les militaires faisaient disparaître les corps, quand les militaires jetaient les cadavres à la mer depuis les hélicoptères, quand les militaires faisaient exploser la dynamite les corps des militants torturés, assassinés. Elle revient sur ce qu'a été les pratiques d'interrogatoire qui passaient par le viol, la torture, l'interrogation au travers de l'électricité, tout ce qu'on connaît ou qu'on croit connaître, elle revient là-dessus. Et donc c'est un livre qui aborde des sujets évidemment très denses, très difficiles. Et je pense que c'est un livre important parce que c'est un livre de mémoire aussi. Il y a vraiment des enjeux, il y a une grande actualité dans ce livre, pour ceux qui suivent l'actualité chilienne. La semaine dernière, un des principaux responsables des services de répression de Pinochet, un des principaux responsables de la CNI en ex-DINA, Corvalán, qui est condamné à 120 ans de prison, dans une prison de luxe, Punta Peuco, il a écrit ses mémoires. Et ces mémoires, ils ont été présentés dans le centre de Santiago, avec tout un tas de militaires, de grands adhérents de la dictature, et de manière en toute impunité en fait. Donc on peut voir à quel point la dictature continue à vivre dans la démocratie chilienne. Heureusement qu'il y a eu des militants qui étaient dans la salle
des familles de victimes pour dénoncer, mais ils se sont fait immédiatement expulser de la salle, pour dénoncer vraiment la honte que c'est de présenter comme ça un livre d'un personnage qui est quand même accusé de crimes contre l'humanité. Et il écrit ses mémoires tranquillement et c'est présenté dans le centre de Santiago. Ça représente quand même le niveau d'impunité qui continue à régner dans la société chilienne. María Isabel, elle revient sur ce qu'a été les services politiques de répression de Pinochet. Elle revient sur ce qu'ont été ces centres de détention et de torture. Vous connaissez peut-être Villa Grimaldi, Londres 38. Et là, ce livre, et le titre est transparent, c'est un livre qui a comme toile de fond Tejas Verdes, donc les tuiles vertes. C'était donc un centre de répression, de détention vers la côte chilienne, vers San Antonio. Et le livre s'appelle Piedras Blancas, les pierres blanches. Donc là, le titre est tout à fait transparent. Il fait référence évidemment à Tejas Verdes, donc à ce centre de répression et de torture. Ce que je voudrais insister aussi très rapidement, c'est la force du livre. Parce que ce que nous, on n'arrive pas à faire au travers de l'histoire, des sciences sociales, au travers de l'accès aux archives, qui est difficile, bien María Isabel arrive à le faire au travers de la fiction. Et c'est là la force réelle du livre. Je l'ai dit, il y a des scènes qui sont dures, mais jamais vulgaires. Il y a vraiment une réflexion sur qu'est-ce que la folie dans un contexte répressif. Comment des hommes se transforment en bourreaux. Comment des hommes sont poussés à devenir des bourreaux. Et c'est aussi une réflexion sur qu'est-ce que nous on ferait dans un tel contexte. Et personne ne peut répondre en fait, bien évidemment. Mais les questions sont posées et c'est des questions difficiles. Ceux qui se proclamaient les sauveurs de la patrie à l'époque, qui prétendaient libérer le Chili du cancer marxiste, extirper la subversion de la société chilienne, eh bien, ils ont pratiqué systématiquement ce type de répression contre toute une génération de militants et de militantes. Il y en a certains ici dans la salle d'ailleurs. D'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage, tout à l'heure c'était dit par Bernabé, à toute cette génération, tous ceux qui ont lutté pendant la dictature et ensuite. Et en particulier, là aussi, il y a quelques jours, il y a Patricio Bustos qui est décédé. Patricio Bustos a été un militant engagé au sein du mouvement de la gauche révolutionnaire, le MIR, et ça a été un médecin qui était toujours engagé aux côtés des droits de l'homme. Il a même été le responsable du service médico-légal à Santiago, et c'était une figure de cette résistance. Donc c'est aussi, je pense qu'il faut une manière de lui rendre hommage, et ce livre rend hommage finalement à ceux qui ont résisté, mais aussi aux familles de victimes. Il pose des questions difficiles au sens où c'est pas noir et blanc. C'est ça qu'elle montre bien, je pense, María Isabel. Dans ces situations-là, il n'y a pas forcément des héros et des démons. Même s'il y a des démons et même s'il y a des héros. Mais il y a plein de zones grises aussi. Par exemple, on retrouve des figures qui ont existé au travers du livre, même s'ils n'ont pas ce nom-là, mais on reconnaît Mamo Contreras, un des responsables des services politiques de la dictature. On reconnaît des bourreaux comme Miguel Krasnov, Osvaldo Romo, mais il y a aussi tous les jeunes conscrits qui, à un moment donné, se sont retrouvés dans ce coup d'État et dans la répression. Et comment, étant jeune conscrit de 20 ou 18 ans, réagir dans ces moments-là? Comment faire quand un général ou un brigadier chef vous enrôle pour venir torturer? Quelle sera votre réaction? Et là, c'est des questions compliquées. On voit ceux qui vont refuser, qui vont payer très cher ce refus, ceux qui vont se transformer et devenir les pires des bourreaux en lâchant toute leur frustration accumulée dans ces moments de répression, et ceux qui essaient de sauver leur âme ou leur dignité dans des moments où l'âme et justement l'humanité semblent perdues. Moi, il y a des personnages qui m'ont beaucoup touché, par exemple Alvaro et Blanca. Blanca, c'est une jeune qui a 15 ans qui se retrouve prise dans cette répression et avec tout ce que ça signifie en termes de répression, y compris sexuelle, et qui est cassée par la dictature, mais qui maintient sa dignité et qui part en exil, se retrouve à Paris. Après avoir vécu toute cette période, c'est un personnage qui m'a beaucoup touché. Quand j'ai lu le livre aussi, j'ai pensé au documentaire de Carmen Castillo, bien entendu, qui reviennent toujours sur cette période de répression.
et en particulier au documentaire La Flaca Alejandra, qui montre comment à un moment donné, des militants ont pu être cassés dans leur intérieur intimement, et même retournés par la dictature pour devenir eux-mêmes des agents de la dictature. Donc des situations qui sont aussi décrites dans le livre, des situations très très complexes. Et puis, bien entendu, il y a la figure du militaire. La figure de celui qui assume, qui se pense comme le sauveur de la patrie, et qui pense que cette répression est juste au nom des valeurs nationales et contre des jeunes, des militants, des révolutionnaires qu'ils estiment en dehors de la société, qu'on peut écraser parce qu'on leur nie leur humanité. Ensuite, il y a un deuxième moment dans le roman, et je pense que ce deuxième moment, il est fondamental justement pour penser depuis l'actuel, depuis aujourd'hui, comment vivre après 17 ans de dictature et comment penser, y compris la démocratie après des périodes pareilles. Le deuxième moment du roman, c'est 30 ans plus tard, on retrouve les personnages qu'on a suivis, on en retrouve y compris d'autres, et là les personnages parlent directement au lecteur. On est dans leur tête en fait. Et on se retrouve dans la tête des familles de bourreaux, comment une mère peut assumer que son fils soit transformé en bourreau. Bien entendu, souvent, elle ne l'assume pas, elle le nie jusqu'au bout. Comment, quand on était un jeune militaire et qu'on a participé à cette répression, quand on se retrouve devant un juge, et là on retrouve le juge Juan Guzmán, que Maria-Isabel, on le sait, admire beaucoup, ces jeunes, qui 30 ans après n'étaient plus très jeunes, continuent à dire « moi je n'ai fait qu'obéir, moi je ne suis pas responsable ». On m'a demandé d'appliquer, on m'a demandé d'obéir aux ordres de mes supérieurs. Vous savez que cette obéissance, elle est même avancée sur le plan juridique pour maintenir la punité. Ce qu'on appelle toutes les lois d'obéissance due, qui fait que les sous-officiers ou les soldats se protègent en disant « non, mais c'est mes supérieurs qui m'ont obligé, qui m'ont ordonné ». On retrouve la femme de Ramon, par exemple, qui définit son homme comme la bonté même, un bon croyant, un bon mari. Et en fait, Ramon a participé directement à les pires choses dans les souterrains de Piedras Blancas. On retrouve aussi, et ça c'est un personnage qui encadre le roman, Ricardo. Et ça c'est extrêmement important pour penser le Chili actuel. Ricardo, c'est un entrepreneur, un patron, un civil. Lui, il ne s'est pas sali les mains. Il a soutenu, il a financé, il a même pu prêter du matériel, mais il dit « je ne suis responsable de rien ». Et ce Ricardo, en fait, il initie le roman, il le ferme, et c'est essentiel. Pensez que la répression, la dictature, le terrorisme d'État, ce n'est pas une affaire de militaires. Ce n'est pas qu'une affaire de militaires. Il y a toujours des civils. Et souvent, c'est les civils même qui sont aux manettes. Les civils au niveau politique, les civils au niveau médiatique et les civils au niveau économique, qui vont profiter de ces périodes répressives. Je vais terminer pour ne pas être trop long, mais je vais vous lire un passage justement d'une réflexion de Ricardo, l'entrepreneur, qui dit « Je n'ai jamais aimé la politique. Je ne sais pas ce qui me fatigue le plus entre les idéalistes pleins d'illusions qui essaient d'imposer des règles absurdes ne pouvant pas fonctionner. Ils oublient que la vie est comme une jungle et que depuis que l'homme est l'homme, les plus forts dominent et exploitent les plus faibles. Et les fanatiques fascistes pleins de haine contre les premiers et contre tout ce qu'ils proposent. Ne parlons pas de tous les autres qui sont l'ennui même et qui, s'ils font de la politique, c'est toujours par intérêt. Je n'ai pas beaucoup de respect non plus pour les juges, pour les avocats ou pour les notaires. Ils ont juré de servir le pays, de défendre la vérité et la justice, et la majorité sert sans scrupule des intérêts de classe et les leurs. Moi, c'est différent. C'est normal que je défende mes intérêts, c'est mon boulot. Le travail de tout bon entrepreneur. Je ne trahis aucune promesse, aucune mission. Tout le monde sait ce que je cherche. Mon attitude est irréprochable comparée à celle des autres. Ce personnage de Ricardo, on le croise tous les jours dans les Paseo Ahumada, dans le centre de Santiago. Il a une cravate, il a un beau costard, il a profité de la dictature et aujourd'hui il est bien installé, il s'enrichit et il n'est pas du tout inquiété par la justice chilienne.
Je conclus, puisque j'ai promis d'être pas trop long. Le livre de Marielle Savel, je pense qu'il est important parce qu'il est bien écrit, parce qu'il aborde des sujets difficiles et très peu traités, en fait, aussi bien par la littérature que par les sciences sociales. Même si dans les dernières années, il y a eu des livres importants qui parlaient de cette période de la dictature. Mais il est important parce qu'il travaille, il participe au travail de mémoire. Et ça, c'est essentiel. Il participe aussi au travail de vérité et justice. Vous savez qu'il y a un collectif ici d'associations à Grenoble. Et les batailles sont encore longues à mener. Bon, tout à l'heure, je vous citais l'exemple du livre de Corvalán qui est présenté tranquillement. On pourrait citer tout un tas d'autres exemples. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, à Santiago, dans une des communes de Santiago, le maire, c'était un ancien répresseur, un ancien responsable des services de sécurité de Pinochet. Il était élu et réélu, l'abbé. Plusieurs mandats. Un autre exemple, il y a quelques jours, et c'était confirmé hier, on a retrouvé 40 corps brûlés dans le sud du pays, à Colonia Dignidad, donc qui était un centre géré par des ex-nazis, dont Paul Schaffer. Et Colonia Dignidad, il a été utilisé par Pinochet et ses sbires pour réprimer et pour envoyer les militants notamment à la mort. On savait qu'il y avait des corps dans cet immense camp qui est Colonia Dignidad. Il y a à peine une semaine, grâce vraiment à l'entêtement des familles de victimes, grâce à l'entêtement des avocats des droits de l'homme, grâce à l'entêtement aussi de certains juges, il faut reconnaître que certains juges font le boulot, malgré l'impunité, on vient de retrouver une fosse commune avec 40 corps qui ont été assassinés, torturés, ensuite enterrés, ensuite désenterrés, exploser la dynamite et enterrer ailleurs, dans un autre endroit de Colonia Dignidad. Ça s'appelle l'opération on retire les téléviseurs, parce que c'était appelé comme ça par Pinochet, parce que c'est un mouvement de déplacement de corps qui s'est fait à l'échelle nationale, justement en pensant à la future démocratie et au danger que représenteraient ces corps pour les responsables de la dictature. Donc ils ont essayé d'effacer les traces. Je vous conseille d'ailleurs, en même temps que la lecture donc, de ce roman, de voir les derniers films de Patricio Guzmán. Vous savez que Guzmán est obsédé par cette question de la mémoire, des traces, de l'oubli. Et la dernière trilogie de Guzmán sur la nostalgie de la lumière et les suivants, justement c'est ça. Comment, de par les années, de par la géographie, les corps des disparus sont encore là et ont laissé des traces. Et ils laissent des traces dans la démocratie chilienne, ils laissent des traces dans la mémoire collective chilienne. Ce livre participe très fortement à un travail de mémoire, de vérité, de justice. Et je ne peux pas terminer quand même sans parler de l'excellente nouvelle, on pourrait dire, pour ceux qui suivent l'actualité chilienne. Depuis plusieurs semaines, il y a un immense mouvement de la jeunesse, un immense mouvement féministe dans toutes les rues de Santiago, mais dans plus de 16 universités chiliennes. Nous, ici à Grenoble, on a eu des occupations, un mouvement. Au Chili, ça continue. Et il y a toute une nouvelle génération, notamment de jeunes femmes féministes, qui sont en train de questionner le patriarcat, mais aussi l'héritage de Pinochet dans la société chilienne, avec tout un tas une inventivité incroyable. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Pour conclure, je promets que c'est vraiment la conclusion maintenant. Je vais revenir à Primo Levi, dans justement, donc, si c'est un homme, à la fin, il cite un poème et il dit « N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-le à vos enfants. » Ce roman de Marielle Savel participe de cette mémoire qui continue à être en bataille. Merci. Alors oui, oui, tout à fait. J'ai des questions pour Marielle Savel. J'ai plusieurs questions. Je pense que déjà, si on lit le bouquin, la première qui nous vient, c'est
qu'est-ce qui a parce que si on lit les livres antérieurs de Marguerite Sabel, on ne retrouve pas ces thématiques aussi dures, aussi directes. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Je pense que ça, c'est la première question qui vient. Mais je peux rester assise. On va te donner le micro, si tu veux. Hein? Il faut que je me mette debout, là. Je peux essayer, hein? Ouais. Je peux essayer. Et bonsoir tous. Je pense que ça se fait mieux avec le micro. Elle n'a pas une grande gueule comme moi. Oh, je peux sortir la grosse voix aussi, hein? Qu'est-ce qui m'a motivé à écrire ce livre? Ça va, là? Hein? Comme ça? Bon. La question des crimes contre l'humanité, c'est une question qui m'habite depuis... Non, attends. Ah si, pourtant. Quelqu'un? Ah, si, mejor. Ahora sí. La question des crimes contre l'humanité, c'est une question qui me préoccupe depuis l'adolescence. J'avais 13 ans quand j'ai appris que mes grands-parents paternels étaient juifs et que j'ai appris de la Shoah. En 2006, chez Mario Lablin, Raúl Velasco, qui est ici présent, il a demandé de l'aide pour trouver un éditeur pour un témoignage majeur de la Shoah, d'un des rares rescapés de la révolte de Treblinka qui s'était réfugié en Uruguay. Bon, on a vécu cette recherche avec Raoul et Myrthe avec beaucoup d'émotions, comme une mission très importante. Et pendant cette recherche, je suis tombée sur une demande, sur une proposition de la Maison des Yeux de réfléchir autour de la prévention des crimes contre l'humanité. Depuis ce moment, cette réflexion ne m'a pas quittée, donc elle est présente dans mon écriture. Un petit mot que je ne pensais pas dire, mais dans ce récit de Treblinka, ce qui m'avait marqué le plus, c'est l'obsession de transformer tous les cadavres en cendres, de détruire tous les traces de mémoire. Voilà, c'est ce que vient de dire Franck par rapport à Primo Levi. Ensuite, en parallèle, à partir de 2009 avec Maison Latine, j'ai eu l'occasion de travailler avec les collectifs Mémoire, Vérité, Justice Rhône-Alpes, et ensuite à Maison Latine et d'autres associations d'apporter les collectifs Chili 1973 et 2013, et autour de la mémoire de ce qui s'est passé dans nos pays d'Amérique du Sud. Bon, là, c'est là que j'ai connu à fond, c'est-à-dire j'ai lu tout ce que j'ai pouvais lire, des documentaires, et j'ai commencé à comprendre. Je ne suis pas motivée, je n'ai pas des proches à moi qui étaient touchés par la répression au Chili, je n'étais pas militante, j'étais dans une autre quête à cette époque. Et bon, d'aller travailler avec ces deux collectifs et animé par cette désir de la réflexion pour la prévention des crimes contre l'humanité, donc je plongeais à plein là-dedans. Et j'ai même eu l'initiative de traduire et sous-titrer un documentaire, Le juge général, qui m'a permis de connaître bien le juge Guzman, de les faire venir à Paris, à Grenoble bien sûr, mais aussi à Paris. Et une chose que j'ai oublié de dire, parce qu'elle faisait des commentaires qui comparaient Primo Levi, Jeanne Amery et Gilles Rajman, les rescapés de Treblinka, des livres qui ont été publiés en 2009. J'ai eu connaissance des travaux, des réflexions sur la torture de Catherine Perret, une philosophe. J'ai découvert une conférence sur Internet. J'ai pris contact avec elle et je l'ai invitée à la projection du juge général qu'on a fait à la Maison de l'Amérique latine à Paris. Là, elle m'a mené un cadeau, le livre L'enseignement de la torture, qu'elle venait de publier, parce qu'elle a dit que sa conférence n'était pas suffisante. Contrairement à ce qui a été dit dans l'article de Dauphiné, il y a un article qui est paru la semaine dernière, après je n'ai plus eu de contact avec Catherine Perret. Mais son livre, je l'ai lu avec beaucoup d'attention, c'était en 2013. Mais c'est en 2014 que l'idée d'écrire Piedras Blancas m'est venue. Et quand j'ai lu le livre El despertar de los cuervos,
de Javier Rebolledo, donc un jeune journaliste d'investigation chilien, qui a voulu écrire l'histoire des origines des débuts de la torture au Chili et de l'école de torture qui a fonctionné donc, à l'école d'ingénieurs Terras Verdes à la ville de San Antonio. Donc, c'est mon amie Blanca, qui n'est pas la Blanca des livres, qui m'a parlé, parce qu'elle est de San Antonio, m'a parlé de ces livres-là, que j'ai acheté et que j'ai lu avec. C'est un livre extrêmement intéressant, très documenté. Il a beaucoup de témoignages de victimes. Par exemple, le personnage Blanca du roman correspond à Olga Letelier, qui c'est une jeune fille de 15 ans qui a été arrêtée à l'école. Donc c'est un cas réel. Bon, j'ai fermé les livres de Javier Rebolledo et j'ai écrit l'histoire avec mes mots. Mais j'avais dans ma tête Olga, son caractère, cette personne est une histoire. Bon, j'ai romancé, mais pour moi, c'est elle. Donc, dans les livres de Javier Rebolledo, donc, il a témoignage de beaucoup de victimes. Après, il nomme les tortionnaires, dans tout ce qu'on sait par des expédients judiciaires, tout ce qui est historique. Chaque ligne des livres de Javier Rebolledo est documentée. Mais dans les livres, il y a un seul témoignage d'un jeune soutenu, le lieutenant qui vient en formation à la torture. Le seul qui témoigne est un qui a réussi à négocier avec son capitaine de ne pas descendre dans les sous-sols du mess des officiers où ça s'est passé la torture. Donc il réussit à négocier d'être chauffeur, c'est ce qu'il dit. C'est le seul témoignage des jeunes militaires. Donc en lisant les livres de Javier Rebolledo, je me dis, et les autres, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Donc j'avais ces moments où ces jeunes militaires, ils doivent descendre l'escalier pour aller au sous-sol à torturer. Donc ça, c'est le centre du roman. Donc je voulais faire une fiction pour répondre aux questions, voilà, à toutes les questions que je me suis posées en lisant les livres de Javier Rebolledo. Donc essayer de voir ces jeunes militaires à quel moment, qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Donc j'ai choisi un échantillon de caractères. Bon, c'était difficile d'aborder, c'est des hommes, c'est des militaires, je ne connais rien de cet univers, mais je me dis, les femmes, c'est des hommes comme les autres. Donc on peut se glisser un peu dans la tête, s'imaginer dans ces cadres-là, et on connaît suffisamment l'être humain pour savoir qu'il a les peureux, les courageux, les intelligents, les moins intelligents. Bon. Donc j'ai pris un échantillon de caractères et je les ai mis en situation. Voilà. Donc ça c'est le centre du roman. Ensuite, donc je voulais écrire sur ça, sur les questions, tout ce qui se passe dans la tête et tous les questionnements qui se posent. Pour écrire ça, il fallait écrire un peu l'histoire avant. Donc, les romans, c'est vrai, bon, on parlera de Ricardo après, il commence et termine par Mario Dávila, qui c'est Manuel Contreras. C'est lui qui est devenu le directeur de la DINA, la Direction de l'intelligence nationale. Et donc, le roman commence par un discours de Manuel Contreras aux jeunes lieutenants Santiago, qui les amène vers la côte, après un cours magistral. Voilà, et après, il y a toute l'histoire qui se passe à Piedras Blancas. Et le roman après va se terminer avec Mario Dávila en prison. Comme Manuel Contreras, qui a été condamné, je ne sais pas, 200, 400 années de prison. Bon, il était dans une prison de luxe. Et ces personnages-là, je l'ai vu de nombreuses fois quand j'ai sous-titré les documentaires du juge général. Quelqu'un fier de lui. Et vraiment, sans aucun regret. Et donc, j'ai voulu lui infliger une punition littéraire. Donc ça, c'est la surprise. Pour celui qui lira le roman jusqu'à la fin, vous trouverez ça. Bon, donc, ces personnages de Mario Dávila, je les construis une enfance, c'est-à-dire je pris les choses que tout le monde sait, qui se trouvent dans Wikipédia ou ailleurs sur sa biographie, mais je l'ai inventé en toute liberté une enfance, une famille, et une amitié d'enfance avec Ricardo, l'homme d'affaires qu'on va retrouver. Donc l'amitié entre Ricardo et Mario Dávila, elle est symbolique d'un aspect de la société chilienne.
Et cette amitié-là m'a influencé Mario Dávila depuis l'enfance. Donc c'est important, finalement, le roman commence et se termine par la voix de Ricardo. La voix de Ricardo, après l'histoire de Mario Dávila, et à la fin, Mario Dávila en prison et Ricardo. Et au milieu, il y a toute l'histoire de la torture. Donc, et combien de temps t'as mis pour écrire? Alors, le début et la fin, je l'écris tout de suite. C'est-à-dire, une fois que je me suis décidée à écrire, il y a des choses que j'écris très vite. Après, donc, pardon, j'avais... Allô? Je crois que j'étais perdue. Ah, c'est bon. Hein? Oui. Donc, j'écris en quelques mois un peu les premiers jets. Donc, j'écris l'introduction, toute cette partie encadrée par Ricardo et Mario Dávila. Oh. Ah, comment tu vois? Bon. Donc, ça t'est relativement vite. Mais la première difficulté que j'ai eue, c'était me mettre dans la peau des militaires, avoir les langages, l'uniforme, avoir les larmes, les fusils. Bon, je ne connais rien, là, vous pouvez imaginer. Mais bon finalement, ce n'était pas les plus compliqués. Donc, j'écris un premier jet du roman dans quelques mois. Mais après, je suis restée bloquée. Bloquée parce que je n'avais pas écrit cette deuxième partie 30 ans après, je n'avais pas eu l'idée. Et la forme que j'avais donnée à mon écriture ne permettait pas de prendre mes personnages et leur donner une vie pendant 30 ans. Parce que ça aurait été intéressant de les suivre après dans le Chili. Mais je suis incapable. J'habite en France depuis 40 ans. Donc je ne connais pas la vie au Chili. Donc il y avait beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire. En plus, à casser les structures de roman, ce n'était pas possible. Donc je suis restée longtemps bloquée sur ça. Mais un jour, j'ai eu l'idée de commencer à rajouter des voix. Donc 30 ans après, les juges qui racontent son expérience, qu'on a interrogé un tortionnaire, les maires de deux militaires qui étaient là, un héros et un pas héros, l'épouse d'un autre, la voix d'un exilé. Ah, pardon, j'ai oublié quelque chose d'important. Quand j'avais écrit mon premier jet avant d'écrire cette partie-là, j'avais quand même peur que mon langage militaire, disons, ne soit pas juste, parce que, des trois, que ce ne soit pas bon. Et donc j'ai demandé une lecture. Mon premier lecteur, c'était Oscar Inostroza, qui c'est un exilé chilien de la première heure aussi. Lui, il n'a pas été torturé, il a pu sortir très vite du Chili, mais lui, il était sergent, il était donc à la marine. Et donc, je l'ai fait lire, parce qu'à tous les titres, il pouvait juger sur la pertinence, sur les langages, donc il m'a donné quelques conseils, et donc il m'a encouragé à continuer. Et parce que donc ce roman est paru d'abord en espagnol au Chili, et moi ça m'intéresse de savoir quelle a été la réception au Chili, et autre question connexe, la réception de la part de ceux qui justement ont vécu la répression. Bon, Si. Donc, la réception, au départ, dans les premiers lecteurs chiliens, c'est plutôt des Chiliens qui étaient un peu en contact avec la France. Donc, il y a Mario Lavín qui me dit qu'il faut le publier ici au Chili. Il y a eu le juge Guzmán que je l'ai envoyé avant de publier, que sa réaction était extraordinaire. Donc, c'est lui qui a fait la présentation au Chili. J'ai des personnes, le directeur du monde diplomatique, j'ai des personnes importantes qui l'ont lu, qui m'ont vraiment encouragé avec les livres, mais c'est un petit éditeur, et il n'a pas eu beaucoup de diffusion. Alors, lors de la deuxième présentation que j'ai faite au Chili, c'est-à-dire celle que je fais moi, parce que la première c'était avec l'éditeur, il y a eu deux personnes de la Fondation pour la mémoire de Terras Verdes. Et c'était une rencontre très informelle. On a parlé avec les gens et c'était assez surprenant pour tous. Personne
je crois que là, il n'avait pas grand monde qui avait lu les livres, mais par contre, ça a permis, le sujet, ça déliait les paroles. Et il avait, bon, Ana Becerra, la présidente de la Fondation para la Memoria, et Béatrice. Donc, ils sont bon, j'ai pas mal d'appui avec les livres, mais plus dans les milieux un peu franco-chiliens il n'est pas très connu au Chili. Alors, j'aurais aimé, peut-être cette année, je vais réussir à aller pour le futur anniversaire de la Fondation para la Memoria San Antonio. Alors, ce que j'aurais voulu dire, c'est que j'avais fini d'écrire le roman. J'étais en train avec l'éditrice au Chili, en train de préparer la publication. Et j'allais à Genève à écouter Javier Rebolledo, donc l'auteur du livre qui m'avait inspiré, et Ana Becerra, la présidente de la Fondation pour la Mémoire, qui sont allés à Genève. Et c'est là, en les écoutant, que j'ai compris que j'étais passée à côté de quelque chose énorme, très important. Donc, j'avais écrit le roman que je voulais, mais c'est lors de la présentation à Genève que j'ai compris que la Fondation pour la Mémoire avait comme symbole des cabanos d'une cité balnéaire au Rocas de Santo Domingo. Bon, donc ça c'est une histoire importante. Je vais faire une parenthèse et raconter un petit peu l'histoire de ces lieux. C'est-à-dire, le régiment Terras Verdes est dans le bord de la ville de San Antonio. Et dans ces locaux, tout près du régiment, il y avait un camp de prisonniers qui était connu au moment du coup d'État. C'est là qu'étaient amenés les premiers prisonniers. Mais en parallèle, il avait au Chili, il y avait 16 ou 18 cités de vacances construites sous le gouvernement d'Allende pour la côte, les travailleurs, les gens modestes. Et chacune de ces cités, il avait une capacité pour loger à peu près 500 personnes en vacances. Et à la ville mitoyenne de San Antonio, qui c'est Santo Domingo, du côté nord, attenant presque à San Antonio, il avait donc le balneario populaire de Santo Domingo, Playa Marbella. C'était cité balnéaire. Cité balnéaire. Donc, les jours du coup d'État, les militaires se sont appropriés de cette cité et tous les autres. Et les romans, j'avais limité mon écriture, la narration, au mois qui a suivi les coups d'État. Et donc, dans mon roman, je ne mentionnais même pas ces cabanons. Et en écoutant Ana Becerra et Javier Rebolledo, j'ai compris que c'était les symboles de la fondation. Alors, j'étais très chagrinée de ne pas l'avoir cité. Donc, dans la version en espagnol, j'ai compris, j'étais à Genève, que le jour même, les coups d'État sont appropriés de ces cabanons, et c'est là que tous les militaires qui venaient de tout le Chili se formaient la torture, ils logeaient. Donc, bon. Et quelques mois après, les camps des prisonniers où dormaient où étaient les prisonniers, a été fermé parce que, à cause des horreurs qui ont commencé à savoir de ce qui s'est passé là. Donc, un supérieur de Contreras, il leur donné la fermeture des camps numéro 2. Mais à partir de là, les prisonniers étaient torturés dans la cité balnéaire, mais personne ne le savait. C'est-à-dire, les premiers camps, tout le monde savait que c'était là qu'amenaient les prisonniers. Le deuxième, c'était un lieu clandestin. Et dans la version en français, j'ai pu faire un petit rajout pour tenir compte que dans ces lieux, cette cité balnéaire, il a été utilisé entre 1074 et fin 76, d'une part comme lieu de vacances des membres de la DINA, du service secret, des familles, et comme lieu de torture. En même temps. En même temps. Voilà. Donc ça, je l'ai appris. Il y a quelque chose que j'ai compris quand j'étais en train de préparer l'édition pour les livres français. Parce que quand
quand j'ai trouvé un éditeur pour publier en français, l'éditeur français m'a suggéré d'ajouter des annexes historiques. Et en rédigeant ces annexes, je suis tombée l'année dernière dans une conférence d'Anna Becerra de novembre ou octobre 2017 où elle parle de ça. Donc j'ai fait un tout petit rajout dans les voix 30 ans après qui raconte un petit peu cette histoire-là. Et donc comme ça, les livres français, ils peuvent servir mieux la cause de la mémoire, c'est-à-dire la cause de la mémoire, il la fait, mais j'étais passée à côté de l'emblème de la Fondation Paul